Et avec nous pour en parler, Jean Lebrun, vous êtes journaliste et écrivain et vous venez de sortir Ici Saint-Pierre-et-Miquelon aux éditions Bleu Autour qui parle justement du rôle de cet archipel durant la Seconde Guerre mondiale. Déjà une question en préambule, votre titre Ici Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une référence au fameux Ici Londres que l'on connaît tous? Et puis il y a une radio à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il arrive même qu'il y ait des techniciens. Il y en a un ici dans le studio de Rennes d'où je vous parle, qui viennent nourrir l'audiovisuel de la métropole et qui sont originaires de l'archipel. Alors c'est un archipel qui a une radio en 1941 et c'est un des motifs d'inquiétude des États-Unis, du Canada qui guettent comme le lait sur le feu, je reprends une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, ce qui peut se passer dans ce petit territoire où il y a à l'époque un peu plus de 4000 habitants seulement, mais qui peut être fréquenté au débouché du golfe du Saint-Laurent par des sous-marins allemands. Et si la station de radio informait les Allemands? Les Canadiens et les Américains seraient prêts à sacrifier la neutralité que le gouverneur vichiste de Saint-Pierre-et-Miquelon leur a promise depuis la défaite française de juin 40 au nom du contrôle de cette radio. Mais il y a à Saint-Pierre-et-Miquelon des patriotes français qui connaissent le nom du général de Gaulle, qui profitent du brouillard commun qui envahit souvent, y compris au mois de juillet, les terres de Terre-Neuve et les terres de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans ce brouillard, on peut aller rejoindre les troupes alliées et puis peut-être ensuite à Londres la France libre. Le général de Gaulle entend l'appel des patriotes de Saint-Pierre-et-Miquelon et leur dit: vous êtes territoire français, il faut que vous puissiez nous rejoindre, on va vous offrir cette liberté. Et il arme une minuscule armada composée d'un gros sous-marin, le Surcouf, un peu impraticable d'ailleurs, de 3 corvettes à la tête de cette minuscule armada. L'amiral qui commande les forces nationales, les forces navales, pardon, de la France libre, l'amiral Muselier, et puis 2 officiers de marine, dont le jeune Alain Savary, qui est promis à une grande destinée politique ensuite dans l'après-guerre. Le 24 décembre 1941, cette minuscule armada, sans coup férir, libère Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais on est juste après Pearl Harbor, c'est-à-dire l'entrée en guerre des États-Unis, décidée par l'assaut du Japon. La guerre gagne le monde entier, le Pacifique y compris. Churchill et Roosevelt sont en train de conférer à la Maison-Blanche, autour de l'arbre de Noël. Le Premier ministre britannique fait un discours extraordinaire devant les enfants américains à cette occasion. Qu'est-ce que c'est que ce minuscule caillou dans la chaussure des Alliés? Qu'est-ce que c'est que cette initiative de ce figurant de seconde zone, c'est ainsi que le considère le président Roosevelt, le général de Gaulle, qui vient perturber le jeu au moment où la guerre prend une dimension tout à fait planétaire. Et les Américains et les Canadiens, qui guettaient déjà la possibilité de prendre le contrôle de Saint-Pierre-et-Miquelon, réagissent très négativement à ce qu'ils considèrent comme un coup d'éclat du général de Gaulle. Il va y avoir une crise au sein même de l'alliance anti-hitlérienne à cause de ce minuscule archipel qui devient pendant quelques semaines, sinon le centre du monde, il ne faut pas exagérer, mais beaucoup plus qu'une tête d'épingle, un lieu qu'on considère de partout. Eh bien Jean Lebrun, vous nous avez fait un exposé très complet donc, sur cet épisode effectivement de Saint-Pierre-et-Miquelon lors de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur l'antenne de TV5 Monde. Je rappelle le nom de votre livre, Ici Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est sorti aux éditions Bleu Autour. Merci beaucoup Jean Lebrun d'avoir été sur notre antenne. Merci à vous.